Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin à notre émission La pensée et les hommes. Les concepts des affaires et le concept d'éthique peuvent paraître très éloignés. Notre association La pensée et les hommes a consacré il y a quelques années un numéro de sa revue à ce thème, l'éthique des affaires. Et aujourd'hui, nous voudrions vous présenter un projet très original qui touche justement au domaine de la finance et au domaine de l'éthique. Je vous retrouve dans un instant après notre générique. Eh bien oui, on peut faire des affaires tout en étant éthiquement responsable. Et nous allons le voir avec l'évocation du réseau de financement alternatif. J'ai invité deux responsables de ce réseau, son directeur en la personne de M. Bernard Bayot et l'un des chercheurs de l'équipe en la personne de M. Olivier Jérusalem. Ma première question, monsieur le directeur, est pour vous. Au fond, expliquez-nous, mais alors vraiment concrètement, en quoi consiste ce réseau de financement alternatif et en quoi est-il profitable pour ceux qui veulent investir de l'argent et tout en étant respectueux de certaines normes éthiques? Écoutez, c'est très simple, vous avez parfaitement raison de dire qu'on peut faire des affaires et de l'éthique, on peut aussi faire des bonnes affaires et de l'éthique. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas dit ça, mais c'est vrai, on peut faire de bonnes affaires, Exactement. On peut gagner de l'argent. Les deux ne sont pas inconciliables. Simplement, l'idée c'est de dire on fait de la finance, on regarde où on veut investir, quel risque on veut prendre, quel rendement on espère, quelle durée on a pour investir, mais en plus, on examine d'autres critères. Qui sont, Donc ce n'est pas un capitalisme sauvage, on pourrait dire qu'il s'agit d'un capitalisme raisonné ou raisonnable. Oui, je dirais même plus un capitalisme citoyen. Voilà. L'idée, c'est de dire qu'on n'est pas désincarné lorsque on place son argent, son épargne, mais qu'au contraire, eh bien, on peut aussi respecter des préoccupations citoyennes en matière d'environnement, en matière sociale, par exemple, et on peut donc avoir égard à l'utilisation qui est faite de cet argent. Qu'est-ce que les entreprises qui, in fine, vont recevoir l'argent que l'on épargne, qu'est-ce qu'elles vont faire de cet argent? Est-ce que ces entreprises vont être gérées correctement sur le plan social et sur le plan environnemental? Et ces entreprises vont rétribuer l'argent que les investisseurs ont placé. Absolument. Et rétribuer dans une mesure normale. Je veux dire que celui qui place de l'argent dans une dimension éthique ne va pas gagner moins que celui qui prend une autre direction. Tout à fait. Donc, dans le domaine des placements éthiques, clairement, de nombreuses études ont été réalisées sur le rendement et, à choses comparables, bien entendu, même secteur, même niveau de risque, eh bien, les rendements sont tout à fait comparables en moyenne. Bien entendu, entre un placement et l'autre, il peut y avoir des variations, oui, bien sûr. Mais sur les moyennes, on est dans les mêmes niveaux. Donc, au fond, celui qui fait confiance aux recommandations que vous donnez ne risque pas de perdre de l'argent. Je crois que c'est important de le dire, parce que les gens ont peur. Ils ont des économies, parfois de petites économies. Ils souhaitent que ces économies fructifient. Ce n'est pas en suivant vos conseils, vos directives, qu'ils vont perdre de l'argent. Ils vont aussi gagner de l'argent. Et prenons un exemple très concret, c'est le domaine de l'énergie éolienne. Oui. C'est un domaine qui est on ne peut plus intéressant sur le plan environnemental, avec les problèmes de CO2 qu'on connaît, d'émissions de CO2, mais c'est aussi un secteur extrêmement rentable sur le plan économique. Et donc, quelqu'un qui investit dans l'éolienne, à la fois a la certitude que son argent sert le bien de la planète, si je puis dire, l'avenir de nos enfants, mais en même temps reçoit un rendement qui est tout à fait intéressant.
Alors, il y a un numéro d'Alternative économique qui a été consacré un peu à ce que vous faites, vous deux et votre association en Belgique. Et j'ai été très intéressé par la lecture de cette revue que diverses institutions bancaires belges proposent des produits qui justement répondent à votre objectif. Est-ce qu'on pourrait parler rapidement de quelques-uns de ces produits pour que nous soyons encore une fois dans le concret, pour que Absolument. ceux qui nous suivent sachent qu'en allant dans leur banque, ils pourront trouver quelque chose qui réponde à leurs aspirations sur ce point. Tout à fait. Mais savez-vous, monsieur le maire, qu'il y a en Belgique, sur le marché belge, Oui. plus de 150 produits qui sont disponibles pour vous et moi auprès des institutions bancaires ou d'assurances. Il y a des comptes d'épargne, il y a des SICAV, des fonds de placement, il y a des assurances-vie, il y a donc toute la gamme des produits financiers et d'investissement que l'on peut obtenir et qui sont éthiques. Alors, où aller? Mais tout simplement auprès de votre banque. Donc toutes les banques belges, ou à peu près, Absolument. proposent ce type de produit. Absolument. Elles ne sont pas toutes très actives sur ce segment. Non, mais mais j'ai vu dans la revue qu'il y en a, je ne dirai pas les noms, Voilà. je ne peux pas faire de publicité, mais j'ai vu que certaines banques proposent beaucoup de produits et d'autres, des noms extrêmement connus, Tout à fait. dans la banque en Belgique, proposent des produits, mais en moins grand nombre. Oui, c'est ça. Toutes les banques un peu importantes en Belgique ont au moins 2-3 produits à offrir parce qu'il y a de la demande, tout simplement. Mais certaines sont effectivement plus proactives et font de ce segment-là vraiment un enjeu en termes de gestion de leur institution. Mais donc, vous allez auprès de n'importe quelle banque en Belgique, vous trouvez des produits éthiques. Il faut Donc parfois on peut un peu dire à insister. son banquier, voilà, j'ai envie de placer d'argent, en même temps j'ai envie de soutenir le financement de la vie économique en Europe, dans une optique citoyenne, ou dans d'autres régions du monde, en Afrique par exemple, on pense beaucoup à l'Afrique, c'est possible, les institutions bancaires ont des produits à offrir à leurs clients. Exactement. Et si... Grâce à vous. Ben écoutez, on y contribue modestement, mais en tout cas, si l'information n'est pas suffisante auprès de l'institution bancaire, nous offrons effectivement au niveau du réseau financement alternatif des outils qui permettent à l'investisseur, à l'épargnant, d'avoir justement l'information requise. Et donc c'est ce guide que vous évoquez il y a un instant, c'est aussi une base de données sur notre site internet qui est à disposition du public, de façon à trouver effectivement chaussure à son pied, c'est-à-dire un investissement qui corresponde à ce que l'investisseur souhaite. Alors, on finance quoi d'un point de vue citoyen? Quels sont les domaines? Vous avez cité tout à l'heure, et on a vu d'ailleurs des images à l'écran, vous avez cité les éoliennes. Alors, on comprend bien que là, ça c'est très écologique, et que nous avons là des sources alternatives de production d'énergie. Mais j'imagine qu'il y a une infinité de domaines dans lesquels on peut faire du financement alternatif. Alors, quels sont ces domaines? Expliquez-nous un petit peu, et voyons peut-être d'abord en Europe, dans nos pays, et puis peut-être dans les pays dits en voie de développement. On pense en particulier à l'Afrique qui doit décoller. Tout à fait. Mais écoutez, en ce qui concerne l'Europe et les pays de l'Ouest, il est clair qu'il n'y a absolument aucun secteur qui échappe à la responsabilité sociale. Dans n'importe quel secteur d'entreprise, on peut effectivement avoir une gestion sociale et environnementale correcte. Alors, il est évident qu'il y a des différences de secteur à secteur. Il est plus facile d'être, je dirais, bon élève sur le plan environnemental en matière d'informatique, par exemple, qu'en matière de transport, c'est entendu. Mais enfin, même en matière de transport, si on est une entreprise de transport, on peut avoir une gestion efficace sur ce plan-là. Et donc, en d'autres termes, les entreprises dans lesquelles les produits socialement responsables ou éthiques investissent ressortissent à l'ensemble des secteurs de l'activité économique. Et en particulier, oserais-je dire, le secteur de l'enseignement, le secteur de la formation. C'est un secteur, effectivement. Notamment, vous avez un document, un DVD, un film, et on voit dans votre film que vous aidez, par exemple, à la formation des ambulanciers. Voilà. Ou des personnels infirmiers. Tout à fait. Il existe au sein de l'épargne éthique une petite bulle, si je puis dire, une petite bulle qui s'appelle l'épargne solidaire. Et là, effectivement, on va financer des activités plus spécifiques d'économie sociale qui ont pour vocation de mettre au travail un certain nombre de personnes qui ont des difficultés, des handicapés, des personnes en chômage de longue durée, etc., ou encore de faire développer des activités qui ne sont pas financées par le système bancaire traditionnel.
et finalement aussi de favoriser le financement d'entreprises qui ont une autre conception de l'entrepreneuriat, qui est plus basée sur le capital humain que sur le capital financier. C'est par exemple tout le monde des coopératives. Et donc, il existe effectivement des intermédiaires de crédit. Je pense que Olivier Jérusalemi peut nous en dire un mot, parce qu'il y a travaillé dans... C'est lui qui est dans le concret du quotidien. Voilà, il y a travaillé longtemps. Il y a donc des coopératives de crédit qui récoltent l'épargne en Belgique et, grâce à cela, financent des activités d'économie sociale. Donnez-nous quelques exemples de cas que vous avez vous-même rencontrés dans votre pratique professionnelle. Oui, à l'époque, en tout cas, où je travaillais à Crédel, on finançait régulièrement ce qu'on appelle les entreprises de formation par le travail, par exemple, qui donc remettent au travail soit des personnes très très peu qualifiées, soit des chômeurs de longue durée, et ça, qui sont actifs dans des secteurs tels que la menuiserie, tels que le bâtiment, tels que le repassage de services à domicile, toute une série de choses comme ça. On a aussi des ateliers de, comment je veux dire, ce qu'on appelle les anciens ateliers protégés, donc les ETA, le travail adapté maintenant, c'est bien ça. Et donc on a vraiment toute une palette de clients. Ce qu'il faut aussi peut-être ajouter dans ce qui se fait en Belgique aussi grâce à cette part de financement, c'est le microcrédit. Absolument. Alors expliquez-nous, parce que vous avez lancé un mot, mais je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent ne savent absolument pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que le microcrédit ? Alors, le microcrédit, ce sont des crédits qui, par définition, sont de montant réduit et qui, dans une acception plus ou moins reconnue dans l'ensemble plus ou moins des pays européens, servent à financer une activité économique. Et donc une activité économique pour une personne qui crée sa propre micro-entreprise, donc microcrédit pour de la micro-entreprise, et développe grâce à ça, leur propre emploi. Donc c'est vraiment l'idée de revenir sur le marché de l'emploi en créant sa propre entreprise. Et donc mettre en valeur des qualités professionnelles, une expérience qu'on n'a pas réussi à valoriser sur le marché traditionnel de l'emploi. Ça, c'est un petit peu, en tout cas, la version européenne, occidentale du microcrédit. Alors toujours pour rester dans notre vision européenne, j'ai jusqu'à présent surtout envisagé les choses du point de vue de l'épargnant, celui qui a peu d'argent à placer, qui peut le placer efficacement dans un financement alternatif. Mais plaçons-nous de l'autre côté. Je suis un petit entrepreneur, j'emploie, par exemple, des personnes handicapées. Est-ce que je peux faire appel à vous pour trouver les moyens de financer mon entreprise ? Est-ce que ce serait une bonne démarche que de venir vous trouver en disant voilà, j'aurais besoin de autant de milliers d'euros pour essayer de mettre en route cette entreprise qui va donner du travail à des gens qui soit ont peu de qualifications, soit sont des personnes handicapées, etc., etc. Est-ce que je peux m'adresser à vous ? Alors, en tout cas, bon, il y a clairement, et on les connaît, des financiers qui se spécialisent pour ce type de clients qui, a priori, ne sont pas forcément bien reçus par le secteur bancaire traditionnel. Ah non, justement, quand ils s'adressent au secteur bancaire, et donc là, il y a effectivement une série d'opérateurs aujourd'hui, dont Crédal, dont le fonds de participation. Là, tu peux peut-être évoquer un peu ce fonctionnement-là, où clairement, on a une analyse de la demande, on a des produits qui sont adaptés à ce type de besoins financiers. Exactement, donc il y a des opérateurs spécialisés. Donc le réseau financement alternatif n'est pas opérateur, et donc nous n'accordons pas de crédit. Non, mais il existe. Vous guidez les gens dans les deux sens. Exactement. Celui qui veut investir, mais celui aussi qui a besoin d'investissement. Absolument. Et donc il existe effectivement des institutions comme Crédal, en Wallonie à Bruxelles, Soexom, qui est une institution publique de financement du côté wallon, le fonds de participation, Brussoc à Bruxelles. Donc il existe une série d'opérateurs spécialisés qui permettent justement le lancement ou la poursuite de ce type d'activité entrepreneuriale. Et comment faites-vous dans le concret pour les aider ? Mais je crois que le rôle principal du réseau, c'est un rôle d'information. Et donc c'est vrai que nous avons une série d'outils. Vous indiquez des pistes, des directions. Voilà, nous avons des publications de tous ordres, nous avons des sites internet, nous faisons des conférences, etc. Nous participons aussi à des émissions de télévision, de radio, enfin bref. Comme aujourd'hui. Et donc, vous vous faites connaître grâce à la télévision, à la radio on essaye en tout cas de diffusion. On essaye de le faire en tout cas, et c'est vrai que c'est important parce que c'est quelque chose qui est encore méconnu sur notre territoire, alors pourtant que ça existe, que c'est une réalité. C'est très méconnu, parce que moi, avant de lire vos publications, la littérature que vous diffusez, moi je connaissais rien à cela. Et j'étais très étonné.
Et je suppose que les personnes qui nous suivent aujourd'hui seront étonnées de savoir que ça existe. Absolument. Mais vous savez qu'on est parti de rien. La finance alternative a été créée en Belgique il y a une vingtaine d'années, 20-25 ans maintenant. Et c'est vraiment, on est parti de 3 fois rien, de 3 sous. Et aujourd'hui, ça représente quand même, sur le marché belge, 3,25% de l'ensemble des investissements et de l'épargne. C'est encore modeste, évidemment, mais ça devient de moins en moins insignifiant. Déjà pas mal. Avec une progression qui souvent dépasse 50% par an. Et donc, c'est quelque chose, une réalité qui progresse et qui, je pense, est de plus en plus connue dans le grand public, mais progressivement, un petit peu comme le commerce équitable, c'est un petit peu la même type de démarche, où on associe effectivement des aspects strictement économiques à d'autres aspects humains, environnementaux et sociaux. Alors, on a parlé des aspects propres à notre pays ou à l'Europe, mais le financement, ça peut aussi concerner d'autres parties du monde, et en particulier, on pense à cette partie du monde qui est fort en retard sur le plan économique et qui est l'Afrique. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire quels sont les liens que vous avez avec l'Afrique, avec des entreprises africaines, éventuellement avec des pouvoirs politiques africains? Mais de la même manière que l'on évoquait il y a un instant des coopératives de crédit à l'économie sociale en Belgique, il existe des coopératives de crédit qui récoltent l'épargne chez nous pour l'envoyer dans des instituts de microfinance dans le Sud. Alors ça concerne l'Afrique, ça peut concerner l'Asie, l'Amérique latine, etc. Et donc c'est un petit peu la même chose. Donc l'argent est récolté chez nous et est envoyé à des instituts de microcrédit qui donc ne vont pas donner cet argent, c'est pas du don, c'est aussi, exactement comme Olivier l'expliquait pour la Belgique, des petits crédits pour des petites entreprises ou des personnes individuelles qui décident de se lancer, qui ont besoin d'un peu d'argent pour acheter des semences, des outils, etc. Et toujours avec un rendement financier de la part de l'investisseur. C'est très important, oui, tout à fait. Donc, c'est pas un mécanisme de don, c'est un mécanisme de crédit. Et donc, effectivement, la personne qui bénéficie, l'entrepreneur qui bénéficie du crédit rembourse avec des intérêts, et ces intérêts sont répercutés auprès de l'épargnant en Belgique. Alors, il est évident que quand c'est une coopérative de crédit vers l'économie sociale ou l'Afrique, le rendement est inférieur à ce que vous pourriez obtenir d'une société cotée en bourse en Europe, c'est entendu. Donc il y a quand même un aspect de don, en tout cas, mais fondamentalement, il y a quand même une redistribution et une restitution d'intérêts de la part de l'entrepreneur qui a bénéficié, in fine, de l'argent. Alors je me place encore une fois dans un cas concret parce que il faut vraiment faire comprendre à ceux qui nous écoutent les mécanismes. Si je souscris à une action dans une banque belge, une des grandes banques connues sur le marché et qui fait du financement alternatif, cette action, elle va profiter aussi bien à une entreprise ou à un projet européen qu'à un projet africain. Je veux dire, on ne cible pas dans les actions proposées par les grandes institutions bancaires, on ne cible pas l'Asie, l'Afrique, l'Europe, etc. Ou l'Amérique du Sud. Si, oui, tout à fait. Les produits qui sont dénommés en fonction de leur origine géographique. Voilà, c'est clair que, par exemple, pour reprendre le microcrédit en Afrique, la plupart des fonds éthiques disponibles en Belgique n'ont pas cette cible-là. Mais il existe... non pas cette cible-là. Il existe 4 ou 5 produits sur les 150 que j'évoquais il y a un instant, qui, eux, ciblent ce type de produits. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que les fonds éthiques sont justement spécialisés. Et que donc, vous pouvez faire un choix et dire, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est favoriser des grandes entreprises qui ont un bon comportement environnemental, par exemple, ou au contraire l'économie sociale en Belgique, ou au contraire l'Afrique, ou que sais-je. Et donc, vous pouvez faire votre choix en fonction des produits qui sont à votre disposition. Alors que, si vous êtes un épargnant, je dirais, classique, qui ne fait pas attention à cela, vous allez mettre vos 1 000 € sur un compte d'épargne et vous n'avez pas la moindre idée de ce que devient votre argent. Oui, ou bien on achète une SICAV et on ne sait pas très bien quelles sont les composantes de cette action qui reprend plusieurs actions. Parce qu'une SICAV, c'est ça, c'est une action qui est un paquet d'actions. Exactement, c'est un panier et bon, alors c'est publié officiellement tous les 6 mois, mais enfin, en pratique, personne ne regarde ça. Voilà. Et donc, bref, on met ça un petit peu de manière à l'aveugle, sans aucun regard. Ici, c'est juste la démarche inverse. On regarde ce qu'on fait et on est conscient de ce qu'on fait et où on veut placer son argent. C'est ça, on indique bien le destinataire
du placement, de l'investissement. On dit ça c'est pour l'Afrique, ça c'est pour l'Amérique du Sud, Exactement. ça c'est pour l'Asie, etc. Ce qui n'empêche pas une diversification. Ça ne Bien veut pas sûr. dire que tout votre argent va dans une seule institution avec tous les risques que cela peut comporter. Il y a une diversification, comme pour n'importe quel fonds financier. Vous avez aussi un panier d'investissements différents. Alors vous disiez, votre association exige depuis 20-25 ans. Est-ce que vous estimez rencontrer du succès ? Est-ce que vous estimez que l'action que vous avez est profitable ? J'aurais tendance à dire que si on ne le pensait pas, on ne le ferait pas. Cela étant, en tout cas, ce qu'on peut Oui, vous objectivement... pourriez avoir des espoirs non atteints. Ah, vous avez des espoirs non atteints ? Non, on pourrait en avoir, mais il se fait qu'on n'en a pas, en l'occurrence. d'accord. Parce que c'est un secteur qui est en pleine progression, comme je l'indiquais, avec une progression de plus de 50% annuellement. Et donc c'est vrai que, voilà, manifestement, ça répond à un besoin, une attente des citoyens, qui s'intéressent de plus en plus nombreux à ce type d'investissement. Et donc on a vraiment le sentiment que, et c'est la même chose qu'on avance, c'est que les objectifs que nous nous donnons, plus ou moins, sont atteints. Et on se rend compte aussi, le réseau financement alternatif, comme son nom l'indique, est un réseau. Et quand on voit le nombre de membres, c'est-à-dire d'associations, d'institutions qui adhèrent à notre réseau, c'est aussi en constante progression, ce qui montre bien qu'on répond quelque part à un besoin qui probablement était très faible il y a 20 ou 25 ans, mais qui aujourd'hui est de plus en plus important. Alors vous êtes une équipe relativement importante, une dizaine de personnes, parmi lesquelles il y a des chercheurs, et nous avons un chercheur à notre émission d'aujourd'hui. Et je voulais vous demander, Monsieur Gerusalmi, en quoi consiste votre travail ? Qu'est-ce que c'est que le travail d'un chercheur au réseau de financement alternatif ? Qu'est-ce que vous faites ? On a toute une série de missions et différents projets, entre guillemets, sur le feu en permanence. Donc il y a évidemment le rapport que nous faisons sur l'investissement social responsable. Donc là, on doit vraiment tenir à jour cette base de données. On a des développements encore à faire justement sur comment aider le lecteur et l'investisseur demain à faire les bons choix et des choix qui correspondent à ses choix, à ses préférences. Mais on travaille aussi sur d'autres questions qui sont notamment l'exclusion financière et l'accès des services financiers de base à l'ensemble des citoyens. En Belgique en particulier, là, on a vraiment développé des études et un travail d'ailleurs qui s'est traduit par une loi en Belgique. Donc on est quand même très heureux et très satisfait de ce résultat. Mais également aussi au niveau européen, comment transposer peut-être des pratiques qui sont considérées comme bonnes pratiques en Belgique et qu'on peut envisager de diffuser au niveau européen. Donc là, par exemple, c'est un travail qu'on fait dans le cadre d'un projet financé avec une série de partenaires, ce qui couvre un peu plus de 15 pays. Donc voilà une thématique, par exemple, intéressante. On travaille sur la question du microcrédit. On évalue justement des projets qui ciblent spécifiquement l'accès qui est plus difficile, enfin on le constate au niveau de l'Europe, que les femmes entrepreneurs ont d'accéder à du financement. Et donc là, on a travaillé à évaluer comment différentes institutions de microcrédit ciblent spécifiquement le public féminin et répondent aux besoins particuliers de ce public. Donc voilà un deuxième, par exemple, exemple de travail de recherche que nous réalisons sur une échelle européenne. Peut-être au niveau belge, tu as eu l'autre idée de travail plus particulier ou de choses qui restent encore à faire. À faire, il y en a énormément. Ce que je voulais dire, c'est que effectivement, ce qui est vraiment remarquable dans le domaine financier et bancaire, c'est l'évolution depuis les années 80. Au niveau européen, le paysage bancaire a complètement été bouleversé. Il y avait des caisses d'épargne, il y avait des grandes coopératives, des banques coopératives, il y avait des banques de développement public, il y avait toute une série d'acteurs qui aujourd'hui ont disparu. Les banques commerciales, qui étaient une des composantes du marché il y a encore 30 ou 40 ans, sont aujourd'hui largement majoritaires, pour ne pas dire qu'elles forment la totalité des banques, en tout cas en Belgique, c'est assez clair. Et donc, cette évolution est très importante. C'est aussi sous l'emprise de la construction européenne que ça s'est réalisé progressivement. Et donc, il y a toute une série de publics qui étaient aidés par le petit banquier du coin, qui les connaissait, par les institutions publiques qui avaient notamment pour vocation d'ouvrir leurs portes à des publics moins favorisés, qui aujourd'hui
se trouvent débancarisés, soit sans compte en banque du tout, soit sans crédit, en tout cas de crédit adapté. Et donc, ce sont des gens qui se trouvent en difficulté, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on a besoin d'un compte bancaire pour faire les paiements, pour avoir une carte de débit, ne fût-ce que pour payer son électricité ou son gaz. Et donc, ce sont vraiment des problèmes qui sont très très importants aujourd'hui pour des populations marginalisées. Alors, ma dernière question. Nous avons ici parlé de notre pays, la Belgique. J'imagine qu'une association, qu'un réseau comme celui que vous représentez, mais il en existe des pendants ou des formes alternatives en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, etc. Absolument. Donc il y a plusieurs réseaux qui existent. Il y a un réseau mondial qui s'appelle INES, qui regroupe effectivement des organisations comme les nôtres, mais aussi des opérateurs sur l'ensemble des continents. Et puis alors des associations européennes, soit des associations des banques éthiques et alternatives, mais aussi associations européennes de microcrédit pour tous les opérateurs de microcrédit. Donc effectivement, c'est quelque chose... Alors les réalités nationales sont parfois différentes, mais néanmoins, il y a une coordination internationale qui se met en œuvre depuis de nombreuses années, mais qui se renforce, je pense, depuis quelque temps. Et là aussi, je pense, par exemple, au niveau de l'Union européenne, je pense qu'il y a réellement des enjeux qui se passent, qui ont lieu et qui doivent être rencontrés. Et donc, c'est l'objectif, notamment, de ces fédérations européennes, que de valoriser le secteur, de le représenter au niveau des instances européennes. Eh bien, Monsieur Bayot, Monsieur Jérusalemi, je vous remercie pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Nous avons essayé de montrer que la morale, l'éthique et les affaires et l'argent ne sont pas nécessairement deux phénomènes tout à fait inconciliables, qu'on peut investir de l'argent tout en ayant une vision éthique ou l'intention de protéger notre planète. Merci pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt.